Comment ça va YouTube? Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Encore une fois dans le chapitre de la physique-chimie, aujourd'hui c'est physique. Donc on va commencer le chapitre de la généralité sur les ondes en commençant par les ondes électromagnétiques. Et donc vous l'aurez compris, la deuxième partie du chapitre ça sera sur les ondes mécaniques. Donc go, c'est parti. On va commencer avec un truc un peu général, un topo sur l'univers. L'univers, il est en permanence parcouru par une tonne de rayonnements différents. En fait, je vais mettre la magnifique image que j'ai préparée. En fait, donc, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les pulsars, les trous noirs, les étoiles naines, les supernovas, tous ces corps en fait, spatiaux, ils émettent en permanence des rayonnements. Alors les rayonnements, c'est quoi? En fait, un rayonnement, c'est de l'énergie qui se propage. Voilà ce que c'est qu'un rayonnement. Et ce rayonnement-là, il peut être soit un rayonnement à particules, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la matière, genre de la matière qui se déplace très très vite, donc avec beaucoup d'énergie, genre des protons, des électrons, des neutrons, mais aussi des positrons ou toutes sortes de trucs bizarres là. Et ces éléments, ils parcourent l'univers à de très grandes vitesses et avec beaucoup d'énergie. Et ensuite, il y a les rayonnements en fait, électromagnétiques qui sont donc caractérisés par l'absence de matière. C'est juste de l'énergie qui se propage sans support matériel. Et ça donc c'est, par exemple la lumière, c'est un de ces rayonnements électromagnétiques. Mais ils sont plus complexes que ça. Et ils ont plein de niveaux d'énergie différents. En fait, nos rayonnements électromagnétiques, ils peuvent même être classés en fonction de leur énergie. Les plus énergétiques sont les rayons gamma. Ce sont ceux qui ont en bas, là, tout en bas. Et les moins énergétiques, ce sont les ondes radio très basse fréquence. Et du coup, en fait, il y a un lien entre la longueur d'onde et la fréquence et l'énergie. Plus la fréquence est importante et plus la longueur d'onde est petite, plus notre rayonnement va être énergétique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il sera même dangereux. Les rayons X et les rayons gamma, ils ont des fréquences extrêmement faibles, enfin des fréquences extrêmement importantes. C'est-à-dire que et des longueurs d'onde très petites. Et du coup, ils comportent beaucoup d'énergie et ils peuvent être nocifs. En fait, ils peuvent être dangereux. Et le rayonnement radio, au contraire, il est très peu énergétique vu qu'il a des très longues longueurs d'onde. J'en parle de plusieurs kilomètres de longueur d'onde, des fois, et une fréquence extrêmement faible. Il faut des fréquences très faibles. Et donc là, il comporte moins d'énergie et c'est légèrement moins dangereux. Enfin, c'est moins dangereux. Et entre les deux, on a l'infrarouge, le UV et le visible. Et en fait, ce qu'on peut faire pour, par exemple, étudier l'univers, c'est étudier ces rayonnements qui nous apportent des informations sur l'émission sur les corps astronomiques, parce que chaque corps astronomique produit ses propres ondes, et chaque onde a sa particularité. Et donc, en analysant ces ondes, on peut en apprendre plus sur l'univers. Mais donc, c'était pas du tout ça ce que je voulais faire, excusez-moi. Du coup, pour en fait capter ces rayonnements, il nous faut des récepteurs. Donc il y a deux moyens en fait de capter les informations que nous transmet l'univers, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Ce qui se passe, c'est qu'une partie des rayonnements, ou que ce soit des rayonnements à particules ou des rayonnements électromagnétiques, ils interagissent avec la matière. Bien que par exemple les rayonnements électromagnétiques ne soient pas matériels, ils peuvent interagir avec la matière. Les rayons X, par exemple, peuvent ioniser certaines molécules de l'atmosphère. Du coup, ce qu'on peut faire, nous, c'est repérer en fait ces interactions, et en fonction de l'interaction, on peut remonter à la source pour déterminer la nature même du rayon qui a produit cette interaction, et ensuite, ça nous donne des informations sur l'objet qui a produit ce rayonnement. Mais ce qu'on peut faire, donc ça c'est la manière indirecte de capter les informations émises par l'univers, mais la manière la plus directe c'est d'utiliser un récepteur, donc ça en gros. Donc un récepteur c'est quoi? C'est juste un objet qui est destiné à collecter les rayonnements émis par l'univers. Et souvent en fait, avant on utilisait des moyens plutôt mécaniques pour récupérer ce rayonnement, ça veut dire une série de miroirs, de réflecteurs, tout ça avec un jeu d'optique compliqué, pour condenser en fait la lumière et pour avoir plus de résolution. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus trop ça. On utilise plutôt des méthodes électroniques. On est passé à l'électronique, ce qui permet d'avoir plus de précision, plus de fiabilité. Et c'est légèrement plus simple, je pense. Et on utilise notamment quelque chose qui s'appelle l'effet photoélectrique, c'est-à-dire que certains composants électroniques peuvent en fait produire un courant électrique quand ils sont bombardés par une onde électromagnétique.
Et en fait, en fonction de l'onde électromagnétique qui les bombarde, et ben en fait, la nature du signal électrique émis sera différent. Et du coup, en fait, si on les dispose sur une très très grosse surface, ben, en collectant en fait les différentes informations émises par chaque petit détecteur photoélectrique, on arrive à reconstruire une image globale de la zone qu'on est en train d'observer. Et du coup, c'est assez pratique. Ce qui se passe, c'est que aussi chaque récepteur a son propre spectre d'interaction. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, disons que les récepteurs photoélectriques de 4e génération modèle X, eh ben, ils peuvent analyser plus ou moins dans les rayons X. Alors que la version du producteur de pièces photoélectriques concurrent, qui s'appelle, je sais pas, ce que vous voulez, IR2, eh ben, il peut plutôt capter les ondes dans ces coins-là. Ce qui fait que, en superposant différents récepteurs photoélectriques, on arrive à reconstituer une grosse partie du spectre des ondes électromagnétiques. Mais le problème, c'est qu'en étant sur Terre, en fait, on est légèrement limité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une partie des ondes sont absorbées par l'atmosphère. Je vous l'ai dit, par exemple, les rayons X, ils interagissent avec les molécules dans la haute atmosphère et ils ionisent en fait une partie des molécules. Pareil, les rayons UV, ils interagissent avec la matière. Et une fois qu'ils interagissent avec la matière, ils passent plus derrière. Et là, c'est là où je vais introduire la distinction entre opaque et transparent. Un matériau opaque pour une longueur d'onde particulière, c'est un matériau qui absorbe la totalité de cette longueur d'onde et du coup, qui ne laisse pas passer la lumière, le rayonnement derrière. Par exemple, ma main est opaque à la lumière visible. Si je mets la lumière visible derrière, la lumière ne va pas passer à travers ma main, parce que ma main absorbe la totalité de ce rayonnement. Mais mes lunettes, par exemple, sont transparentes à la lumière visible, parce qu'il y a la lumière visible derrière, et la lumière traverse, au moins en partie, le matériau des verres, ce qui fait que mes lunettes sont transparentes. L'atmosphère, elle est transparente à la lumière visible, ça veut dire que tout le rayonnement visible passe à travers l'atmosphère, ou en tout cas une grosse partie du rayonnement visible, il n'est pas absorbé en totalité. Par contre, elle est opaque aux rayons UV, aux rayons X et aux rayons Y. Ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. D'ailleurs, ça s'appelle un deuxième schéma. Le rayonnement visible, il passe, le rayonnement infrarouge, il passe, le rayonnement radio passe, mais après le rayonnement radio ou avant le rayonnement visible, l'atmosphère est opaque. Ce qui fait que quand on est sur Terre, on est limité aux informations que l'atmosphère veut bien nous transmettre. Du coup, c'est pour ça que les astronomes, ils ont envoyé en fait des satellites artificiels en orbite, comme Hubble par exemple, qui collectent des rayonnements que l'on ne peut pas observer sur Terre à cause de l'atmosphère. Du coup, par exemple, Hubble, il se concentre surtout sur les rayons UV, X et tout ça, et ça lui permet en fait de gagner de l'information. Et ensuite, il transmet cette information sur Terre, et en recoupant en fait les images obtenues par rayon X, par rayon gamma, par rayon UV, et avec celles obtenues sur Terre par rayonnement infrarouge, visible et radio, on arrive à se faire une très très bonne image de l'univers. Du coup, juste avant de finir la leçon, j'aimerais bien parler de la seule formule du chapitre, en tout cas sur les ondes électromagnétiques qu'il y a à savoir. C'est une formule assez simple, et au niveau des unités, c'est la même, elle est équivalente à la formule D égale V fois T. Voilà, en fait, cette formule, ce qu'elle dit, c'est que c'est D égale V fois T, donc c'est lambda égale T fois C. Donc vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi cette... Du coup, en fait, lambda, c'est la longueur d'onde d'une onde. Donc prenons une onde, sa longueur d'onde, c'est écrit en mètres, lambda, toujours en mètres, la longueur d'onde, on est en physique, toujours les unités du système international. En chimie, on a le droit de faire 2-3 magouilles parce que les unités du système international ne sont pas super appropriées pour parler des mesures en chimie, mais en physique, toujours les unités du système international, toujours. La période en secondes, et C, c'est la célérité de l'onde, donc en mètres par seconde moins 1. Et donc là, si vous remarquez, mètres fois seconde moins 1 fois seconde, ça fait bien des mètres. Donc au niveau des unités, tout va bien. Et en gros, ce qu'elle nous dit cette formule, c'est que la longueur d'onde d'une onde électromagnétique est liée à la vitesse de cette onde électromagnétique et à sa période. Des fois, vous la verrez écrite sous une autre manière. En fait, vous verrez écrit que C, je vais juste le faire pour que vous ne soyez pas surpris si vous le revoyez en fait. Vous allez voir des fois que C égale, vous êtes prêts ? Lambda nu. Mais c'est quoi encore ça ? Alors nu, c'est une lettre grecque, et nu, c'est la lettre qu'on utilise pour la fréquence. Donc nu, c'est nu et F. Pourquoi j'ai écrit en rouge ? Nu, c'est égal à F, la fréquence. Et tout ça, c'est égal à 1 sur T.
Ouais. Et donc tout ça, c'est en seconde moins 1. Donc ici, vous avez en fait des mètres fois des secondes moins 1 et des mètres par seconde moins 1, enfin des mètres seconde moins 1. Du coup, ça se compense. Mais c'est juste, je l'ai présenté 2 fois pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'il existe différentes écritures. Si vous préférez, on peut écrire lambda f. Mais c'est juste que des fois, dans les formules, il est marqué nu. Et du coup, il faut savoir ce que c'est que nu. Voilà, en fait, c'est la seule formule du chapitre. Et en fait, moi, ce que j'aime bien retenir, c'est que ça ressemble en fait à l'équation d égale v fois t. Ça, c'est vraiment une équation basique, d égale v fois t. Et en fait, d c'est en mètres, donc lambda, et lambda c'est en mètres, donc les deux vont au même endroit. V c'est en mètres par seconde, enfin c'est en mètres seconde moins 1, C c'est en mètres seconde moins 1, donc les deux vont au même endroit. Petit t c'est en seconde, grand t c'est en seconde, donc les deux vont au même endroit. Si vous avez du mal à retenir cette formule, comme moi par exemple, juste vous faites l'analogie entre d égale v fois t et lambda égale grand t fois c, et normalement ça passe tout seul. Et du coup, la dernière chose sur laquelle je vais finir, c'est un rappel on ne peut plus important, c'est la valeur de C. C, c'est 3,00 fois 18 mètres secondes. Ça, c'est la valeur qu'on vous demande de retenir. Et c'est la célérité de la lumière dans le vide. C'est pas exactement ça, c'est plutôt genre 299 700 000 et des brouettes. Mais franchement, cette valeur-là, elle est clé. En fait, elle est tellement clé que jamais au contrôle on vous la donne. Et si vous la savez pas ou si vous vous trompez, là c'est moins 20 points juste pour le kiff, quoi. Parce que franchement, il faut savoir cette valeur. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo. En même temps, il n'y avait pas de concept trop compliqué. C'était plus un peu de blabla et d'introduction et des termes, des concepts en fait. Il n'y avait pas trop de formules mathématiques ni quoi que ce soit. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans les généralités sur les ondes, mais cette fois-ci sur les ondes électromagnétiques, les ondes mécaniques. Et accrochez-vous, c'est quand même pas mal plus calculatoire. Merci beaucoup et à bientôt.